Oui, alors bonjour à tout le monde, j'espère que vous m'entendez Donc, correctement. pour 15 minutes, hein. Pour 15 minutes, vous m'arrêtez, je m'arrêterai pile à Très 15 bien. minutes, faites signe. Je vais parler, donc présenter un certain nombre de tendances relatives à l'évolution de la délinquance des mineurs contre les femmes, Euh, et en séparant bien un petit peu dans la ligne de ce que vous avez dit, les questions de police et de sécurité. Je crois qu'une des choses les plus importantes à essayer de faire comprendre par les responsables politiques, c'est la différence entre la police et la sécurité, parce que la grande difficulté des partis progressistes, c'est qu'ils ont été mis dans un coin est obligé d'assimiler les deux choses, la sécurité et la police. Alors qu'évidemment, la sécurité, complètement un thème qui déborde et de très loin l'activité de la police et même du système judiciaire. Voilà. Et il y a encore un mot d'introduction. La plupart des pays européens ne comprennent pas ce qu'est un pouvoir régalien, au sens où le terme est utilisé en France. C'est un terme qui n'a pas de signification en dehors de la France, parce que la plupart des pays n'ont pas de police centrale dominante comme on l'a en France. Les pays qui ont ce système, c'est les pays qui ont été envahis par Napoléon. Euh, voilà. Mais les autres pays, évidemment, dont les Belges, les Suisses, les Finlandais, etc., n'ont pas évidemment ce système. Donc, la première slide, je vous rappelle qu'en gros, on connaît la délinquance et les criminalités de deux manières. La première manière, c'est on le connaît par la statistique sur les victimes. Là, il y a trois entrées que je vais développer ensuite. Et puis, le deuxième objet, c'est les auteurs. Voilà. Donc, la statistique publique ou pas publique, elle est constituée autour de ces deux quantités, qui ne sont pas du tout les mêmes, hein. Parce que les auteurs sont évidemment connus uniquement dans une petite fraction des cas. À supposer que les victimes aient été déposées plainte. En matière de violence contre les femmes, 80% des faits sont inconnus. Voilà. Donc, on a ces deux objets, les victimes et les auteurs. Alors, si vous avez bien la slide suivante, on a trois sources statistiques principales qui permettent de décrire des tendances en ce qui concerne les victimes. Bon. Les statistiques sanitaires, essentiellement les décès, les causes de décès. Les statistiques de police, enfin, donc là, c'est des enregistrements qui sont faits à partir de catégories pénales. C'est-à-dire que le droit pénal, il définit les infractions d'une certaine manière. Et donc la police les enregistre par rapport à cette définition du droit pénal. Ce qui fait que, voilà. Et la troisième, c'est les enquêtes dites de victimation. Donc c'est des enquêtes qui sont faites auprès des victimes. Et la raison pour laquelle il y a ces enquêtes, eh bien, c'est que la statistique de police ne connaît qu'une petite partie de la délinquance, puisque, encore une fois, toutes les victimes qui portent pas plainte et toutes les plaintes qui sont pas prises par la police sont inconnues de la statistique de police. Donc, les enquêtes de victimation, c'est l'outil le plus complet qui existe. Bon, il n'est jamais cité par les ministres en France, mais dans d'autres pays, les ministres de l'Intérieur l'appellent la source qui fait autorité. Bien. Alors, ce qu'on compte le mieux, ce dont je vais surtout parler, c'est les homicides. Parce que les homicides, c'est à la fois ce qu'on compte le mieux et c'est indicatif d'un problème social important. Quand vous avez des homicides liés au trafic de drogue à ciel ouvert, bah, c'est un signal très fort, hein, de la manière dont le trafic opère. Bon, donc c'est un indicateur très fort. Donc, après, je suis sur la slide 4 où on voit la géographie des homicides. Donc, ce qui est peut-être intéressant à savoir, c'est si on fait une sorte de photo globale des homicides compilés par les Nations Unies, on voit en fait que les pays d'Europe, à quelque chose près, d'Europe de l'Ouest, un peu, et d'Europe centrale dans une moindre mesure, en fait, sont les pays les plus sûrs du monde. C'est-à-dire c'est les pays dans lesquels il y a le moins d'homicides, avec des parties de l'Australie. Voilà. Donc, d'un point de vue global, on est l'endroit du monde où, si on appelle sûreté le fait de ne pas être tué, on est dans l'endroit du monde le plus sûr. Si on va à la slide suivante,
On voit qu'en tendance historique, donc il y a des historiens, des criminologues, quantitativistes, historiens, qui ont fait des synthèses des travaux qui ont été réalisés depuis 600 ans. Donc, on a une idée de l'évolution de la fréquence des homicides à partir des registres qui étaient tenus par l'Église, puis après, qui vont être tenus par l'État lorsque la sécularisation va avancer. Donc, en fait, on sait qu'on est aujourd'hui dans la période de l'histoire connue, donc avant 1300, on ne sait pas, la période de l'histoire connue où les taux d'homicide sont les plus faibles. Et surtout, comme vous devez le voir le graphique qui s'appelle homicide tendance longue, tous les pays d'Europe suivent les mêmes tendances. C'est pas, c'est un phénomène, la violence est un phénomène qui n'est pas spécifique à un pays particulier. Bon, je n'entre pas dans les raisons pourquoi, on pourra peut-être en discuter, mais les tendances générales sont les mêmes. Voilà. Donc, on est au moment de l'histoire où il y a le moins d'homicides dans la zone du monde dans lequel il y a le moins d'homicides. Et malgré ça, comme vous l'avez dit, la violence est au cœur des enjeux politiques. Bien. Et si on va à la slide suivante, la 6, hein, les atteintes aux biens en Europe. Donc là, on regarde les tendances pour un certain nombre de pays européens depuis les années 60. Et à nouveau, on va voir que les tendances de la criminalité, en fait, elles sont liées à la transformation des modes de vie et elles sont pas liées aux caractéristiques des systèmes de police ni au système judiciaire. C'est les volumes de crimes et délits, ils se transforment avec les modes de vie. On pourra peut-être y revenir. Voilà. Donc là, vous avez différents pays, ils ont tous une couleur différente et vous les voyez évoluer depuis les années 60 jusqu'au milieu des années 80, début des années 90, où en fait, dans tous les pays, on va toucher un sommet, un plateau pour les atteintes aux biens, hein, et puis ensuite, on va avoir une réduction de la fréquence des atteintes aux biens. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant toute la période où les sociétés européennes sont devenues de plus en plus riches, ben, il y a eu de plus en plus de vols. Sont les vols, en fait, qui, dans la statistique de police, donnent, disons, le goût à la statistique de police. Ce sont les éléments les plus fréquents. Voilà. Donc, on a une diminution de la violence homicide jusqu'à la période récente et par contre, on a eu une augmentation très importante de l'atteinte à biens avec l'enrichissement de la société. Si on revient, et c'est la slide 7, la suivante, là, ça sont les évolutions récentes des homicides. Donc, je me passe plus depuis 7 siècles, mais uniquement depuis 1990. Et ce que vous voyez, c'est la même chose, c'est qu'en fait, l'ensemble des pays européens sont engagés dans une spirale de baisse de la violence homicide. Bon. Donc c'est intéressant parce il y a une telle force des propositions politiques qui verraient un ensauvagement de la société ou une décivilisation. C'est intéressant parce qu'en fait, c'est le contraire qui est observé par la criminologie quantitative et par les travaux qui sont faits à l'échelle de toute l'Europe. C'est pas des travaux d'une personne, hein, que je cite là, c'est vraiment travail de recensement des États et des experts. Bon. Euh, et si vous regardez la période toute récente pour la France, c'est la slide 8, où on voit les homicides et les tentatives d'homicide. Ça, c'est le SSMSI, c'est le service statistique du ministère de l'Intérieur. Ce que vous voyez, c'est vraiment qu'il n'y a pas de tendance à l'élévation de la fréquence des homicides au sens d'une tendance forte, hein. On est tout en bas de la tendance historique et tout en bas de la tendance historique, ben, on a des petites fluctuations d'une année sur l'autre, mais qui ne sont pas une contre-tendance, hein. Là où il y a une contre-tendance, c'est le petit graphique qui est en haut à gauche de la slide 8, c'est sur les tentatives d'homicide. Parce que les tentatives d'homicide, c'est une interprétation subjective des magistrats sur les motifs des coups. Alors que les homicides, c'est pas une interprétation subjective, c'est une constatation médicale du décès. Donc, mais par contre, si vous lisez le Figaro de manière répétée, vous verrez qu'il peut y avoir certains organes de presse qui vont confondre les deux quantités. Alors que si on est plus raisonnable, on ne va pas le faire. Si vous regardez les mineurs, il y a un énorme enjeu autour de la délinquance des mineurs pour des tas de raisons dans lesquelles je n'entre pas.
Et là, c'est des statistiques du ministère de l'Intérieur, donc c'est ce qu'on appelle les mises en cause. Donc là, on n'est plus en train de regarder les faits, on est en train de regarder les nombres d'auteurs mis en cause. Ça ne veut pas dire qu'ils ont été condamnés, ça veut dire que la police les suspecte. La mise en cause, c'est une accusation policière. Donc, ils sont accusés par la police d'avoir commis des infractions. Et vous voyez que à partir, disons, du fin des années 2000 jusqu'à aujourd'hui, on a une baisse tendancielle assez forte du nombre de mineurs mis en cause pour des infractions pénales. Et le petit graphique d'en dessous que vous voyez pas, il montre la part qui concerne, y compris les homicides, c'est la ligne du bas. Donc, on est absolument pas dans une configuration où il y aurait une soudaine élévation de la violence homicide générale ni des mineurs. Pas du tout. C'est pas du tout ce qu'on peut observer. Par contre, les faits qui sont mis en avant par certains médias sont réels. C'est-à-dire qu'il reste des homicides en France et c'est pas une invention totale. Mais voilà, c'est la confusion entre les faits et les tendances. Les faits existent, mais ils n'illustrent pas une tendance à l'élévation. Et tout le travail de rhétorique, voilà, c'est de confondre les deux. Il vous reste 3 minutes 30. Ok, bon, je m'arrête quand vous voulez. Si vous regardez du côté de la délinquance, enfin de la consommation de cannabis chez les adolescents, vous voyez, alors ça c'est des statistiques sanitaires, c'est des enquêtes faites par Escapade, etc. Vous voyez qu'il y a une diminution assez spectaculaire de l'usage du cannabis. Donc même si on prend d'autres indicateurs d'une gravité moindre, on voit des tendances à la transformation des comportements et la diminution d'un certain nombre de comportements associés à des risques. Voilà. Bon, je vais sauter la slide 11 où il y a les mineurs mis en cause et les homicides, hein, parce que donc depuis 2017, il n'y a absolument pas de variation. Et puis je vais glisser vers la slide 12 où on voit les femmes victimes d'homicides dans les différentes régions d'Europe. Et là, c'est la même chose qui se produit, c'est-à-dire qu'on n'a pas de tendance à l'augmentation de la fréquence des féminicides. Donc, ils se produisent toujours et ça reste un problème de santé publique extrêmement important et un problème de police, évidemment, bien sûr, mais on n'a absolument pas de tendance à l'aggravation de la situation. Ce qu'on a, et c'est la slide suivante, qui s'appelle numéro 13, vous voyez à droite la partie avec les bâtonnets bleus. Et ce que vous voyez, c'est la partie basse des bâtonnets bleus. C'est le recensement des faits antérieurs à l'année où ils sont déclarés. Et ce que vous pouvez voir, c'est que 2016 à 2023, en fait, la taille de la partie basse des bâtonnets en bleu foncé augmente. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, les, là, on est sur les violences conjugales, on n'est plus sur les homicides, hein, mais les femmes ont une propension à déclarer aux autorités les faits qui sont produits dans le passé et cette déclaration des faits dans le passé pour les années contemporaines, ben, elle provoque une élévation de la fréquence apparente des violences conjugales. Voilà. Donc, on a un phénomène de rattrapage, en fait, de faits cachés qui sont maintenant déclarés, ils sont vraiment produits, mais ils sont maintenant déclarés aux autorités. Euh, je vous dis deux mots, si vous voulez, mais vous m'arrêtez, des marchés de la drogue à ciel ouvert. Donc, ce qui se passe, le grand phénomène qui s'est produit avec la violence qui est associée au marché de la drogue à ciel ouvert, c'est la transposition d'un modèle qu'on connaissait aux États-Unis, dans les grandes villes américaines, et qui s'est déplacé en Europe, et pas simplement en Europe du Sud ou en Europe de l'Ouest, comme dans le cas de la France, mais également en Europe du Nord. Donc, dans des pays qui, à nouveau, ont des systèmes pénaux, des systèmes légaux, des États-providence complètement différents. Voilà. Donc il y a ce développement. Et ce développement, en fait, il a la même structure dans les villes suédoises et dans les villes françaises. Bon, je donne juste une illustration, c'est slide 15. Là, on est à Malmö et on voit, si vous voulez, les tirs mortels
Non, les tirs, y compris non mortels, ils sont représentés par des points noirs et les zones grisées, c'est les espaces défavorisés. Et on voit la superposition, en gros, entre les affrontements entre groupes rivaux pour distribuer des produits stupéfiants et l'implantation, en fait, de ces conflits dans les zones défavorisées. Donc, en fait, on ne peut pas vraiment penser le trafic de drogue et les combats à l'arme de guerre pour défendre des zones de chalandise indépendamment des conditions socio-économiques. Et c'est exactement pareil à Marseille. Si vous prenez la carte Marseille 2023-2022, qui est la partie, la slide 16, ben vous voyez exactement une configuration qui ressemble à celle des grandes villes suédoises, avec la concentration des tirs. Là, c'est les homicides, hein, dans les zones qui sont aussi les zones les plus défavorisées. Donc, les phénomènes sont complètement imbriqués. Voilà. Je peux m'arrêter. Et ouais, en une phrase de conclusion, parce on vient d'épuiser Voilà, les 15 minutes. voilà, une phrase de conclusion, parce que je ne voulais pas montrer, c'est que, en gros, les politiques qui misent tout sur la police pour réduire, par exemple, le trafic de drogue, les opérations supposées place nette, là, c'est le nom qu'on leur donne en France, hein, sont réputées par la littérature des économistes principalement non efficaces. Donc il n'y a pas d'efficacité du fait de s'en prendre frontalement et de multiplier les interpellations. C'est une mauvaise approche du problème. Et pareil pour les contrôles d'identité. C'est une méthode, on peut diminuer la fréquence des contrôles d'identité par 10, en faire 10 fois moins, sans que ça ait d'effet sur la criminalité. Donc il y a des limites voilà, assez marquées à une approche uniquement policière des faits criminels, en dépit du fait que le débat politique soit aujourd'hui complètement centré sur les dimensions policières de la lutte contre différentes formes de criminalité. Merci infiniment, Monsieur Rocher, pour effectivement cette présentation, cette introduction un peu générale sur finalement la baisse des homicides et donc de la violence de manière générale, mais le ressenti étant évidemment différent, comme on l'a dit en introduction. Puis donner quelques clés de lecture sur ces fameuses statistiques à qui on peut dire beaucoup de choses. Donc merci, merci infiniment.